Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 juillet et nous allons commencer le journal du jour en parlant de l'opportunité, la possibilité, l'hypothèse Ferran Torres du côté du Paris Saint-Germain. C'est une news mercato qui est ressortie avec insistance au cours de ces derniers jours. On va analyser son profil, on va voir de quoi a besoin le Paris Saint-Germain et on va se poser la question suivante. Est-ce que ce serait un bon transfert pour le PSG? Même si c'est loin d'être fait, vous le verrez. On parlera également du Paris Saint-Germain dans le dossier Nike et une prolongation de contrat qui pourrait s'avérer juteuse pour le club de la capitale. On parlera de Suzuki, le gardien de Parme et du Japon qui lui aussi pourrait aller du côté du PSG. Oui, le journal est très parisien parce que ça a quand même beaucoup bougé autour du club de la capitale au cours de ces derniers jours. Je me devais de vous en faire quelques news parce que je trouve que c'est que des dossiers absolument incroyables. On parlera de mon gars du côté de Manchester City qui est une des très très grosses promesses du football mondial, et puis enfin on terminera avec comment ça avance du côté de l'Allemagne, du côté de Jürgen Klopp. Est-ce qu'il va avoir la possibilité de redresser cette sélection? C'est le dernier sujet. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce que Ferran Torres serait une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Déjà, les informations. On annonce qu'il y a un accord entre le joueur et le club, ce qui est extrêmement prometteur, mais la petite climatisation, c'est qu'on est loin d'un accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. On annonce même que les deux positions sont relativement éloignées, étant donné que le Barça souhaiterait 50 millions d'euros pour son joueur espagnol, alors que le Paris Saint-Germain serait disposé à en donner nettement moins. C'est pas une revendication complètement déconnectée de la part du FC Barcelone, très loin de là. 50 millions d'euros, c'est sa valorisation sur Transfermarkt. Il sera libre l'été prochain. Peut-être que ça peut jouer un petit peu en la faveur du Paris Saint-Germain. Déjà, sur la relation Luis Enrique et Ferran Torres, très important si tu le fais venir au PSG. Luis Enrique connaît déjà Ferran Torres pour une chose footballistique et une chose un peu plus people. On va commencer avec l'important, le footballistique. C'est que, évidemment, Luis Enrique a été le sélectionneur espagnol. Il a donc eu Ferran Torres dans les joueurs qu'il a utilisés au cours de cette période. Et puis, très accessoirement, ça a été son beau-fils durant 2 années parce que Ferran Torres est sorti avec la fille de Luis Enrique. Maintenant, si on s'attarde sur les questions qui sont véritablement intéressantes, le football, qu'est-ce que Ferran Torres pourrait apporter au Paris Saint-Germain et pourquoi, je vous le dis d'office à mon goût, ce sera un transfert qui pourrait faire sens. Déjà, il y a une question de poste. Du côté de Paris, on a Gonzalo Ramos qui est parti, on aura peut-être Barcola qui prendra également ses valises. Eh bien, Ferran Torres, c'est un joueur extrêmement polyvalent. Ce que vous voyez là, c'est les postes qu'il a occupés depuis le début de sa carrière professionnelle. Il est extrêmement polyvalent, donc il peut remplacer les deux. Son volume de course est pas extrêmement impressionnant, ça peut même apparaître comme étant une faiblesse quand on regarde son profil statistique physique, mais c'est un joueur qui est quand même extrêmement utile au pressing et je trouve qu'il fait sens dans une équipe qui a besoin d'attaquants impliqués dans ce domaine. Ça matche donc bien avec le Paris Saint-Germain, côté polyvalence de poste, côté activité pressing, et si on regarde les qualités footballistiques de Ferran Torres, c'est quand même un joueur qui a des qualités de buteur, surtout depuis 2 saisons, et moi ce que j'aime bien, et ça ressort pas forcément dans les stats, c'est qu'il a une capacité à rentrer dans des cadres tactique assez exigeant. Il a eu aussi bien du Pep Guardiola que du Hansi Flick. Alors évidemment, si tu arrives à jouer sous Pep Guardiola, t'es apprécié par Luis Enrique, mais ça vous montre un joueur qui est capable d'incorporer des consignes de discipline assez précises et c'est un cadre qu'il peut assimiler. Du côté du Paris Saint-Germain, il faut réussir à comprendre comment fonctionne cette équipe. C'est un joueur intelligent, donc j'y crois fort. Alors, évidemment, Ferran Torres, il est parfois critiqué du côté du Barça. Pour moi, c'est pas un mec qui viendrait comme un attaquant titulaire à Paris. Mais en attendant, comme solution de banc, je dois vous avouer que ça fait beaucoup plus sens que certains autres noms qui ont circulé dernièrement. Moi, j'approuve l'idée. Le PSG est le meilleur club en termes de marketing, épisode 153. On nous informe dans le journal de l'équipe qu'il va y avoir une prolongation entre le club français et Nike, 5 années de plus pour un bail jusqu'en 2037. L'engagement est colossal. On parle d'environ 100 millions d'euros par an, alors qu'auparavant, selon les sources, on était à 60 millions d'euros par an sur la partie fixe. On annonçait que ça montait à 75, 80 millions d'euros avec les bonus. Mais surtout, en plus de la grosse revalorisation, c'est le signe que le Paris Saint-Germain arrive à faire fructifier
fructifier son aura, alors qu'on avait certaines mauvaises langues qui disaient qu'une fois Mbappé, Neymar et Messi partis, il n'y aura plus rien en termes de marketing à Paris. C'est bien se tromper, parce que s'il y a bien une chose que fait Paris correctement depuis le début du projet QSI, c'est tout le développement marketing du club. C'est bien aidé par l'image de Paris, la ville lumière qui parle beaucoup aux étrangers, mais il y a un vrai développement autour de tout ce qui est lifestyle pour les équipementiers Paris Saint-Germain, enfin je devrais dire l'équipementier, parce que finalement Nike et le PSG, ça dure depuis 89. Il y a une prolongation qui intervient tôt, parce que prolongation de 5 ans jusqu'en 2037, alors que l'engagement courait encore quelques années, mais c'est assez courant. On a vu Nike faire la même chose avec le FC Barcelone, et d'ailleurs si je dis que le PSG est roi du marketing, c'est pas pour autant le plus gros transfert équipementier, la plus grande signature équipementier qu'on ait sur le marché des clubs, mais le PSG a quelques spécificités. Ils évoluent en Ligue 1, ce qui est évidemment pas un rayonnement absolument formidable. Le PSG, c'est un géant depuis moins longtemps que des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Il faut également l'avoir en tête. Et le PSG arrive aussi à garder l'exclusivité de Jordan pour la partie football, ce qui est vraiment important dans justement tout ce développement de la gamme lifestyle. Donc on peut le dire, Paris Saint-Germain, double champion d'Europe au sommet sportivement parlant, mais qui arrive à toujours aussi bien bosser sur l'aspect marketing. Et on le sait, c'est de l'argent et c'est le nerf de la guerre dans le football. Non mais en fait Lucas Chevalier il va devenir jardinier au Paris Saint-Germain parce que déjà qu'il a été rétrogradé dans la hiérarchie derrière Safonov, mais en plus on annonce que le PSG lorgnerait très sérieusement sur Zion Suzuki, le gardien du Japon que vous avez vu au cours de cette Coupe du Monde 2026. Ce serait un joueur qui pourrait arriver pour une demande aux alentours de 30-35 millions d'euros évoqués du côté de Parme, évoqués du côté de la presse italienne. Autant vous dire que si tu mets cette somme sur la table, c'est pas pour recruter un troisième gardien. C'est un très jeune gardien, Suzuki, il a seulement 23 ans, il est estimé 20 millions d'euros, donc moins cher que les exigences de Parme, mais ça se comprend vu son mondial. Il est en Serie A depuis 2 saisons, auparavant il était en Pro League belge et encore avant du côté du Japon, mais au-delà des qualités d'un gardien qu'on annonce prometteur et qui m'a impressionné au cours de la Coupe du Monde, je me pose la question de Lucas Chevalier, parce que la déchéance n'en finit pas, et je pense que là, le message envoyé, que le transfert se fasse ou pas, il est plutôt clair. Chevalier, il entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain, il faut qu'il trouve une porte de sortie, et je vais même aller plus loin, un petit peu dans la provocation, mais si j'étais Safonov, je me méfierais de l'arrivée de Suzuki, parce qu'on sait que Chevalier, il est arrivé alors que Safonov était déjà au club, parce que Luis Enrique estimait probablement qu'il n'avait pas les épaules pour être titulaire à la place de Donnarumma, donc je me dis que Safonov, il s'est imposé, mais par défaut, et que si tu vas chercher un gardien comme Suzuki à un prix relativement élevé, c'est peut-être parce que tu as envie d'en faire un concurrent à la place de numéro 1, tout ça pour vous dire que le gardien français, Lucas Chevalier, lui, il est loin de tous ces débats, il est à la cave. Encore une signature où les fans de Football Manager vous diront qu'ils l'ont repéré depuis bien longtemps. Je parle de Jérémy Monga qui passe de Leicester en Championship à Manchester City. Un transfert important puisqu'on parle d'un joueur de 17 ans, le plus jeune buteur de l'histoire de la Championship, qui rejoint City pour un transfert qui, bonus compris, est légèrement inférieur à 15 millions d'euros, ce qui est quand même vachement important pour un joueur qui aujourd'hui n'a rien prouvé. C'est pas pour rien que je parle de Football Manager, c'est parce qu'en fait aujourd'hui tu signes une promesse. Si on regarde la petite fiche de carrière de Monga, c'est un joueur qui justement n'a mis qu'un but cette saison, n'a eu que quelques petites entrées, mais ça se comprend, il n'avait que 16 ans avant cet été. C'est un joueur qui est décrit dans le communiqué officiel de Manchester City comme ayant des qualités de dribble, comme ayant un sens du but, comme étant rapide, on peut aussi dire qu'il est précoce physiquement, mais tout ça, ce ne sont que des promesses, c'est que de la projection, c'est que finalement de la spéculation sur un actif joueur que tu vas chercher et qui pourra se développer de façon absolument extraordinaire, mais qui pour le moment, bien évidemment, n'arrive pas à Manchester City pour être titulaire. Donc je suis très curieux de voir comment le club désormais entraîné par Maresca va réussir à incorporer ce jeune dans sa rotation, comment il va pouvoir se développer, parce qu'aujourd'hui c'est une certitude sur le potentiel, mais c'est un grand point d'interrogation sur ce que ça donnera au réel sur le terrain du côté de City. Accord trouvé entre la fédération allemande et Jürgen Klopp, il reste juste une dernière petite barrière à lever, c'est l'accord avec Red Bull, mais j'imagine mal l'entreprise bloquée étant donné qu'ils seraient automatiquement désignés comme ennemis publics en Allemagne et qu'ils ont de très gros investissements du côté de ce pays et qu'en plus,
retenir un mec à un rôle aussi stratégique que Jürgen Klopp du côté de l'écurie Red Bull, ce serait vraiment un petit peu à contre-emploi. Alors évidemment, ce qui attend Jürgen Klopp, c'est un contrat long, c'est les pleins pouvoirs, c'est une grande confiance de la part de la fédération allemande, et on peut le comprendre étant donné que Jürgen Klopp, c'est une légende, non seulement en Allemagne, mais dans le monde du foot de manière générale. Et j'ai même envie de dire, en Allemagne, ça dépasse le cadre du foot, c'est une véritable idole marketing qu'on voit dans plein de publicités, on le répétera jamais assez, et même en France, on a de temps en temps quelques sorties de Jürgen Klopp dans des pubs. Mais pour revenir au football, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que l'Allemagne c'est décevant, mais l'Allemagne ça a quand même un sacré potentiel. Quand on regarde la valorisation de leurs joueurs phares, tu te dis que Musiala, Wirtz, Pavlovic, Karl, vu leur âge à l'Euro 2028, ça pourrait être un bon timing. Ce qui te manque peut-être, c'est des cadres expérimentés qui répondent présent, parce que t'as un peu ce côté non pas trou générationnel, parce que tu as des joueurs entre 27 et 32 ans intéressants du côté de l'Allemagne, mais manque de leadership, manque d'incarnation, manque de véritable patron au cours de ces dernières années dans cette équipe. Avec Jürgen Klopp, tu vas faire table rase avec un vrai manager, un vrai leader, ça va être plus intéressant que jamais à suivre, et je dois bien vous avouer que l'Allemagne, c'était pas forcément la sélection que je suivais avec le plus d'intérêt au cours de ces dernières années. Ça va bien changer pour la préparation de l'Euro. Je pense qu'on va avoir un spectacle footballistique qui va être riche en rebondissements. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas parlé des matchs du mondial qui ont eu lieu ce week-end, tout simplement parce que je pense que vous avez absolument tout vu à ce sujet, et de toute façon, vous en doutez, on reparlera de l'Argentine, on reparlera de l'Angleterre lors de la vidéo d'avant-match pour cette demi-finale, mais cet après-midi, on s'attaquera avant tout à la première demi-finale qui va se dérouler, celle qui n'est pas dénuée d'intérêt à mon goût, c'est clairement la partie de tableau que je préfère, la France contre l'Espagne. Est-ce que les Bleus vont continuer leur parcours ? En tout cas, c'est un adversaire redoutable qu'on va rencontrer. J'en dis pas plus, rendez-vous aux alentours de 17h pour parler de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, salut.